Depuis ce samedi, le promoteur de la maison de production Arwandin Ancient Herbal Brew Hard Rock est reconnu Dr honoris causa par l'Institut supérieur consortium St. John Revelation. Reconnaissance motivée par la contribution de l'homme à la santé par les plantes médicinales. Docteur a rendu dans le milieu ses recherches et la production en matière de santé. C'est ça qui a valu son doctorat, parce qu'il a contribué beaucoup à la santé de la population. Et du coup, il est le producteur des produits traditionnels. Et avec ses recherches, nous avons étudié les dossiers qu'il nous a envoyés. Le dossier qu'il nous a envoyé, nous avons vu que le dossier il est bon. Et puis nous l'avons agréé selon le jury. Je suis membre du jury et il a agréé et il a accepté honorable docteur aujourd'hui. Les dossiers qui nous parviennent chaque fois, et il y a d'autres qui ne sont pas acceptés. Pourquoi ils ne sont pas acceptés? Ça dépend du travail que vous faites sur le terrain. Si le travail n'est pas bien fait sur le terrain, on ne peut pas vous accepter comme docteur. Selon l'actuel docteur, ce titre lui permet désormais de représenter la culture, la tradition et les religions africaines tout en mettant une nette différence entre tous ces termes. Je suis naturothérapeute et j'ai étudié comment transformer les plantes en médicaments. Il y a 40 ans que je suis dans le domaine et comment rendre les plantes profitables aux hommes en tant que médicaments, ceux avec lesquels on peut soindre, s'injecter ou ceux qu'on peut voir. Pour nous, tout ce qui nous entoure fait l'objet de remèdes. L'eau, l'air, le soleil, la rosée, même les couleurs de l'arc-en-ciel sont un remède pour nous. Mais aujourd'hui, quand on parle de médecine traditionnelle, tout le monde a sa pensée tournée vers les vaudous et les esprits occultes. C'est vrai en partie, mais ce n'est pas à toutes les fois. Cela veut dire tout simplement les moyens traditionnels de guérison des maladies. Nos grands-parents guérissaient les maladies bien avant l'arrivée des Blancs. C'est d'ailleurs nos plantes qui ont servi dans la composition de leurs médicaments. Cependant, les effets des plantes médicinales, comparés à ceux des médicaments des Blancs, sont 1000 fois moins. À un seul effet secondaire, correspond 150 solutions de remèdes. Cette reconnaissance est un moyen d'inviter tous les Africains à retourner aux sources de la médecine traditionnelle tout en reconnaissant la place de la médecine occidentale. Je voudrais inviter tout le monde. Tout ce qui nous entoure comme plante doit être utilisé pour notre santé quotidienne. La quantité des produits pétroliers affichée par les compteurs des distributeurs de carburant est-elle exactement ce qui est servi dans les récipients et dans les véhicules? Depuis quelques jours, une vidéo circule sur les réseaux sociaux mettant en cause la quantité de carburant servi aux consommateurs. Cette vidéo vient appuyer les soupçons et les témoignages des victimes des manipulations frauduleuses à la pompe. Dans la vidéo, l'auteur estime avoir demandé 30 litres de carburant dans un récipient de 25 litres. Après le service, l'auteur se dit étonné de voir le récipient de 25 litres contenir les 30 litres demandés. Sur les réseaux sociaux, le sujet a donné lieu à tous les commentaires possibles. Si certains confirment les informations contenues dans la vidéo, d'autres disent n'avoir pas eu le temps d'y prêter attention. Quelques commentateurs aussi estiment que les informations contenues dans la vidéo ne sont pas vraies. Cette vidéo a fait réagir aussi des associations de défense des droits de l'homme et des droits des consommateurs. Le mouvement Martin Luther King
s'est aussi indigné. Dans un récent communiqué, le mouvement appelle les compagnies pétrolières à faire la lumière sur les allégations des uns et des autres sur la fiabilité des services dans les stations. Il interpelle aussi le ministère du Commerce pour situer l'opinion. Interpellés sur la question, la plupart des pompistes ont préféré garder le silence. Pour l'heure, les stations-service et le ministère du Commerce n'ont pas encore réagi. Tout compte fait, la polémique continue de s'enfler autour de ce phénomène de fraude à la pompe. Les réseaux sociaux ont profondément transformé le paysage social, économique et politique au Togo et en Afrique, offrant une plateforme pour l'expression, l'échange d'idées et la mobilisation. Cependant, l'utilisation croissante des réseaux sociaux présente également des inconvénients. Son utilisation et plus précisément celle du TikTok, notamment dans les services publics ou privés, en lieu et place du travail, proprement dit, suscite de plus en plus d'inquiétudes. Sur ce point, TikTok et surtout son utilisation dans les administrations est en train de banaliser des comportements condamnables tels que la distraction des employés. Malheureusement, la concentration excessive sur les réseaux sociaux détourne le pays des opportunités de développement économique. Pour rappel, l'utilisation excessive des réseaux sociaux par les employés pendant les heures de travail entraîne plusieurs conséquences négatives, notamment la baisse de productivité, la baisse de la qualité du travail et surtout la perte de revenus, entre autres. La gouvernance sur le continent africain n'est pas en bonne santé. L'indice économiste Intelligence Unite considère que l'Afrique ne comprenait en 2024 qu'une seule pleine démocratie. En effet, selon l'indice EIU 2024 de la démocratie dans le monde, Maurice est la seule pleine démocratie sur le continent. Autrement dit, la République de Maurice reste le pays africain le plus démocratique. 6 pays, à l'instar du Botswana, du Cap-Vert, de l'Afrique du Sud ou encore du Ghana, sont considérés comme des démocraties imparfaites. Par contre, 16 pays sont gouvernés par des régimes hybrides. Dans cette catégorie, l'on peut retrouver entre autres le Sénégal, la Zambie, le Madagascar, le Bénin ou encore la Côte d'Ivoire. 27 pays, quant à eux, figurent dans la catégorie des régimes autoritaires. Parmi eux se trouvent la Centrafrique, le Soudan, le Tchad, la République démocratique du Congo, le Cameroun et aussi le Togo qui d'ailleurs est classé 29e pays avec un régime autoritaire sur le continent. Rappelons que ce classement est basé sur plusieurs critères regroupés en 5 grandes catégories. Il s'agit du pluralisme politique et le processus électoral, la participation politique, le fonctionnement du gouvernement, les libertés civiles et la culture politique. Les rues sont encombrées. Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, a repris son visage habituel de ville active. Mais un spectacle nouveau est apparu, rare encore mais marquant, celui d'un corps qui achève sa combustion, la victime d'un lynchage. Ces cas d'exécution sommaire se multiplient en ville, une réaction de la population à l'insécurité galopante depuis la prise de Bukavu par les rebelles du M23 à la mi-février, créant un vide sécuritaire. Les personnes tuées ont été accusées, à tort ou à raison, de vol, d'attaques armées ou même de sorcellerie. Nous faisons un appel aux nouvelles autorités qui gèrent la ville et la province de tout faire pour que la justice reprenne vite ses activités. On nous a dit qu'il y a une police qui a été envoyée en formation idéologique au niveau de Goma. On veut voir cette police revenir à Bukavu pour qu'elle continue à assumer l'ordre public et surtout intervenir dans de tels cas de justice populaire. L'arrivée du M23 a été suivie d'un incendie à la prison centrale, puis d'une évasion massive. De nombreux criminels se sont retrouvés en liberté. Curieusement, dans le même temps, une grande partie des forces de police ont été expédiées en formation au Nord Kivu. La nouvelle administration ne nie pas le problème. On est en train d'enregistrer les justices populaires dans la ville, liées par le comportement de la population qui se trouve menacée par ces malfrats, ces voleurs, qui les tuent, qui les volent et les violent à la fois. Alors nous, comme autorité provinciale, nous avons levé l'option de pouvoir réhabiliter la prison centrale
afin de pouvoir y héberger ces malfrats. En attendant le rétablissement de l'ordre, les cas de justice sommaire risquent de se développer. L'association d'Amos Bissimois affirme avoir enregistré 11 morts par représailles en 2 jours, c'est mercredi et jeudi. Prière à domicile et rupture du jeûne moins festive, le mois sacré du Ramadan est différent cette année pour le musulman de Goma, ville conquise en janvier dernier par le groupe armé M23. L'incertitude et la peur règnent dans la ville, rendant impossible certaines pratiques traditionnelles du Ramadan. Pour le moment, certains se réunissent dans leur maison, mais la prière de Tarawih, comme d'habitude, se fait à la mosquée. Mais ils ne sont pas nombreux comme d'habitude, mais ils prient. C'est vendredi à la mosquée, le fidèle se presse partagé entre la joie d'accueillir le Ramadan et la douleur d'une situation précaire. Leur vœu commun en cette période est clair, prier pour le retour de la paix. Déjà dans la prédication, on est en train de prôner la paix et nous sommes obligés aussi de communiquer de cette façon parce que les mois aussi ici, parmi nos prières, nous demandons la paix dans la province et dans le pays en général. C'est le premier Ramadan qu'on vit à Goma dans une situation de détresse et sous occupation du M23. Le responsable de la communauté musulmane en province rassure le fidèle et appelle aux nouveaux dirigeants de garantir la sécurité de fidèles pendant toute la période du Ramadan. Nos dirigeants ont rencontré les nouveaux responsables de la ville. Grâce à Dieu, ils ont transmis notre message et nous ont rassurés, nous permettant de prier en sécurité le soir. Ils nous ont aussi demandé de porter des tenues musulmanes pour que nous soyons identifiés comme tels. L'insécurité qui s'intensifie à la nuit tombée a contré le mosquée de Goma à recommander aux fidèles vivant loin de lieux de prière de rester chez eux lors de prières nocturnes, notamment le Tarawih, essentiel pendant le Ramadan. Le Ramadan à Goma est un symbole de résilience, mais aussi un cri d'espoir pour un retour à la paix et à la sécurité. Depuis 2024, la République démocratique du Congo a enregistré près de 80 000 cas suspects de Mpox ou variole du singe, dont 1549 décès répartis sur 26 provinces. Sous une tente, des infirmières soignent des patients comme Patrick Bouroko, atteint de cette maladie. Nous souffrons à cause de la guerre et notre corps tarde à se rétablir faute de médicaments. Aujourd'hui, je me sens mieux après avoir reçu un traitement. Les soins que j'ai reçus m'ont aidé mais restent insuffisants. Au début de la guerre, j'étais en bonne santé avant d'attraper le paludisme puis le virus Mpox. Cette semaine, une vaste campagne de vaccination contre le Mpox a débuté à Kinshasa, soutenue par l'UNICEF, pour protéger plus de 600 000 personnes, dont 47% d'enfants et d'adolescents parmi les cas confirmés. Lorsque je suis arrivée au centre de santé avec ma fille, sa température dépassait les 39 degrés. On lui a donné des comprimés et lorsque les infirmières lui ont injecté le vaccin, elle s'est mise à pleurer et s'est évanouie. Je loue le Seigneur car elle va mieux maintenant. Les malades continuent à arriver, donc nous continuons à notifier. Mais la zone de santé qui avait 4 centres de traitement, maintenant nous avons seulement 2 centres de traitement Mpox à Luiro et à l'hôpital général de référence de Miti. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la diminution des cas de variole du singe dans le Nord Kivu et le Sud Kivu serait liée à la situation sécuritaire, tandis qu'une hausse des cas confirmés de virus Mpox est observée à Kinshasa. Au Burundi, la situation des réfugiés congolais devient de plus en plus critique. Plus de 63 000 personnes ont fui les combats en RDC, où les rebelles du M23, soutenus par leurs alliés rwandais, poursuivent leur avancée meurtrière. À Rugombo, 45 000 personnes sont entassées dans un stade surpeuplé, sans accès suffisant à l'eau. Selon le HCR, la réponse humanitaire est en train de s'effondrer. Malgré tous ces efforts, le Burundi n'était pas préparé à gérer une telle urgence. Les agences humanitaires sont mobilisées jour et nuit, 7 jours sur 7. À Rugombo, par exemple, pour enregistrer les personnes et accélérer leur transfert vers les camps de réfugiés. Mais sans un financement supplémentaire et durable, l'aide humanitaire risque de s'effondrer.
Face à cette crise sans précédent, le HCR appelle à une mobilisation internationale immédiate pour éviter une catastrophe humanitaire. Les anciens rivaux, officiellement prêts à travailler ensemble. Devant les représentants de leurs partis respectifs, l'UDA et l'ODM, le président William Ruto et l'opposant Raila Odinga signent un accord de coopération politique sur les enjeux majeurs auxquels fait face le Kenya. Dette, corruption, chômage des jeunes, liberté civile. C'est un chemin vers la terre promise où la liberté et les opportunités sont garanties pour tous. Je dois féliciter l'honorable Raila Odinga et les membres du parti ODM pour leur audace et leur courage. Car ce partenariat pourrait ne pas faire l'unanimité au sein de l'ODM, le parti de Raila Odinga, vétéran de l'opposition kenyane, candidat malheureux à 5 reprises à la présidentielle, dont la dernière en 2022 face à William Ruto, et dont il avait contesté les résultats devant la justice. L'objectif du protocole d'accord est de contribuer à apaiser les tensions qui règnent dans le pays, de réconcilier la population, d'alléger ses souffrances et de faire avancer le Kenya en s'attaquant aux problèmes sociaux, politiques et économiques cruciaux auxquels notre peuple est confronté aujourd'hui. Des analystes politiques kenyans voient surtout dans cet accord une tentative pour le président Ruto de sauver un régime en déclin, de revigorer sa présidence après des mois de crise. L'été dernier, le pays a été paralysé pendant des semaines. En juin et juillet, des manifestations antigouvernementales se succèdent. La répression est violente, au moins 60 personnes sont tuées, selon des organisations de défense des droits humains. Pour tenter d'apaiser la contestation, William Ruto fait un premier pas vers l'opposition, nomme un nouveau gouvernement élargi et offre 4 postes de ministres à des proches de Raila Odinga. Et puis il propose et soutient la candidature de son adversaire à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Dans l'espoir, assurent certains, dans les deux camps, de voir l'inébranlable octogénaire s'éloigner pour de bon de la politique kenyane. Raila Odinga n'a pas été élu à Addis Abeba en février dernier et il signe son retour ce vendredi sur la scène nationale avec cet accord de coopération. Samuel Eto'o, légende du football africain, a obtenu gain de cause auprès du tribunal arbitral du sport. L'ex-attaquant camerounais, passé par des clubs prestigieux tels que Barcelone, Chelsea et l'Inter Milan, avait été exclu en janvier dernier de la liste des candidats au comité exécutif de la Confédération africaine de football. Cette exclusion faisait suite à des sanctions antérieures, notamment une suspension de 6 mois infligée par la FIFA en septembre 2024 pour comportement jugé offensant lors de la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans. De plus, en juillet 2024, la CAF lui avait imposé une amende de 180 000 € pour un contrat de parrainage controversé. Le tribunal arbitral du sport a annulé la décision de la CAF. Samuel Eto'o pourra briguer un poste au sein du comité exécutif aux côtés du président sortant Patrice Motsepe qui est candidat à sa propre succession.